Bonjour à toutes et tous et merci d'être avec nous pour notre deuxième temps fort Adèle de l'année pour une nouvelle table ronde consacrée cette fois à la perception des jeunes générations de la mixité homme-femme en entreprise. Je suis ravie de vous retrouver donc pour cette table ronde organisée par notre réseau pour l'ensemble donc de nos collaboratrices et collaborateurs. Vous pouvez nous suivre par Teams. Vous pouvez rajouter les sous-titres évidemment si vous le souhaitez en cliquant dans les paramètres du live. Et puis comme d'habitude, vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat et puis nos invités y répondront toutes et tous. À la fin de cette table ronde, il me reste à les présenter. Mounia El Adoumi, qui est chef de projet technique ferroviaire chez Alstom et déléguée régionale Aura. Et puis à l'association Elle Bouge, bonjour. Bonjour. Karine Babul, chargée de mission au département expérimentation à l'ANACT à Lyon. Gilles Patin, évidemment notre directeur opérationnel de la région Est-Sud. Bonjour Gilles. Géraldine Philippi. DO chez Adéco Médical et leader de notre communauté Adèle. Bonjour Géraldine. Et enfin Jérémy Martinet, chargé de recrutement senior certes, mais on précise que tu as 25 ans, tu es donc le seul jeune de cette table, mais ça va être intéressant d'avoir ton point de vue, c'est aussi pour ça que je le cite. Chez LHH Recrutement Volumique, et tu as une formation de psychologue du travail et ergonomie, et tu es depuis 2 ans chez nous, c'est bien ça Jérémy? C'est bien ça. Super. Il y a une étude qui a été conduite par le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes sur ce thème, donc sur la perception et les vécus chez les jeunes générations, sur les biais, sur la mixité, sur les biens conscients concernant la mixité homme-femme. Il y a 3 constats qui nous ont interpellés. Alors déjà le premier, malgré la conscience aiguë des stéréotypes, les jeunes continuent finalement de les subir car ils évoluent dans des environnements eux-mêmes stéréotypés, comme par exemple les sports, encore liés à l'impact également des réseaux sociaux, dont on parlera peut-être. Il y a un deuxième constat qui est l'école fabrique aussi des stéréotypes. Et le troisième constat, les choix d'orientation consolident les spécialisations genrées et surtout au niveau du lycée. Karine, quel lien est-ce que vous pouvez faire avec vos recherches au sein de l'ANACT ? Oui, alors nous, on s'intéresse aux entreprises et aux organisations. Donc effectivement, ce qu'on a pu voir est tout à fait cohérent avec le marché de l'emploi. Si on regarde les dernières données de la direction, de l'animation, de la recherche et des études statistiques, on s'aperçoit que 65% des hommes sont dans des métiers à prédominance masculine, comme l'industrie, et 65% des femmes sont concentrées dans des secteurs à prédominance féminine, tels que le nettoyage, le soin, la santé. Et donc, ces éléments-là, bien sûr, ont une histoire. Les femmes sont arrivées plus tard sur le marché de l'emploi, dans des métiers symboliquement résonnant avec la sphère domestique et sur des niveaux de responsabilité inférieurs. Seulement, aujourd'hui, la société a évolué, mais ces représentations de métiers et stéréotypes de genre persistent et il s'agit effectivement aujourd'hui de les déconstruire à travers le travail réel notamment, mais aussi de déconstruire les barrières qu'il peut y avoir en termes de pénibilité et aussi de conditions d'emploi, puisque un certain nombre de métiers à prédominance féminine, par exemple, n'attirent pas les hommes, notamment aussi parce que pour des questions de rémunération. Merci beaucoup. Vous le savez, le thème de cette conférence, c'est la perception des jeunes générations sur la mixité homme-femme au sein des entreprises. Du coup, Jérémy, je suis curieuse d'avoir ton avis sur la question. Est-ce que tu penses qu'on peut avoir des biais inconscients de niveau de genre, même chez les jeunes et chez les moins jeunes ? Oui, alors moi, pour parler de mon expérience personnelle, j'ai grandi dans un environnement familial où mes parents faisaient le même métier. Donc, ils étaient tous les deux dessinateurs-projeteurs, donc j'avais pas forcément, en tout cas dans le plus jeune âge, on va dire, cette représentation genrée d'un métier ou d'un autre qu'on peut retrouver. Donc, ils m'ont toujours poussé à m'orienter vers ce qui m'intéressait, pas en fonction de c'est un métier d'homme ou c'est un métier de femme, mais plus en fonction de mes attirances propres. Donc c'est pour ça que je me suis orienté vers la psychologie. Mais c'est vrai que plus tard, en grandissant à l'école, en discutant avec mes amis, de manière générale, on retrouve quand même plein de biais inconscients, de stéréotypes qui impactent tous les choix d'orientation, principalement des filles. Y compris chez les jeunes. Oui. Et un grand merci à eux pour leur témoignage. Je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez.
de ces témoignages de collaborateurs. Gilles, est-ce que tu te retrouves dans ce qu'ils disent? Est-ce que tu trouves ça cohérent? Est-ce que tu trouves ça... Oui, pour part. En fait, je suis assez partagé entre le stéréotype de genre et les contraintes liées au poste. Je m'explique, sur la DO Est-Sud, on a 200 agences, 800 collaborateurs. Si on parle des agences, on a globalement 2 tiers de femmes et 1 tiers d'hommes. Par contre, dès qu'on monte dans la hiérarchie et des postes à responsabilité qui nécessitent notamment des déplacements, j'ai plus d'hommes et j'ai très peu de femmes. Là peut venir aussi peut-être le stéréotype de genre, mais également les contraintes liées au poste. Je l'entends beaucoup de mes collaboratrices qui me disent justement, il faut que j'organise mes déplacements en fonction de mon mari. J'ai un peu testé en amont de notre échange, mais globalement, il y a aussi cette représentation-là, c'est-à-dire l'équilibre dans le couple qui fait que souvent, on va peut-être privilégier l'homme, son salaire, et la femme va peut-être être au détriment de son mari, va moins axer sa carrière et va pas aller chercher des postes à responsabilité. Globalement, moi, sur des postes de directrice ou directeur de zone, j'ai une directrice de zone et j'ai peu de collaboratrices. Et pourtant, on essaye d'attirer les talents, on en reparlera tout à l'heure. Mais en l'occurrence, d'ouvrir aussi des postes et d'expliquer qu'il peut y avoir du télétravail, qu'il n'y a pas forcément que des déplacements et des contraintes. Mais en l'occurrence, voilà, je suis assez partagé sur cette idée d'un côté ou tout stéréotype, ou alors tout lié à la contrainte. Il y a un peu les deux. Ok. Géraldine? Donc moi, je ne suis pas vraiment surprise par ce qu'ils nous partagent, ces jeunes collaborateurs. Hein, c'est vraiment ce qu'ils nous renvoient au quotidien. C'est vrai que nous évoluons quand même dans un secteur d'activité où la représentation de la femme est relativement importante. Mais ce que je trouve rassurant, c'est vraiment qu'ils mesurent le gain et l'intérêt pour l'entreprise d'avoir cette mixité qui est vraiment génératrice de performance et bien sûr de complémentarité. Mounia? Alors moi, j'ai trouvé le discours des jeunes d'Adecco très très cohérent. Parce qu'en fait, les jeunes, actuellement, ils sont à l'image de la société, ils ont pris ces sujets à bras-le-corps, mais ça reste très, très long. Et je vais vous donner 2 exemples qui expliquent ça. Moi, je suis ingénieure, j'évolue dans l'industrie technique et très pointue. Et aujourd'hui, on n'a pas plus de jeunes filles qui arrivent qu'il y a, par exemple, 12 ans, quand j'ai commencé à travailler. Dans une salle de réunion, dans un laboratoire de test, je suis toujours la seule fille avec énormément de garçons. Quand je cherche à recruter, sur 30 CV, je vais recevoir un seul CV de femmes ingénieures. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième, avec l'association Elle Bouge, quand on organise des tables rondes avec des jeunes collégiens et lycéens, ils ont beau être très féministes, garçons ou filles, il y a toujours des réflexions stéréotypées qui vont revenir. J'ai toujours un garçon qui va me dire moi, je ne vois pas ma femme rester travailler jusqu'à 22h, mais moi, je peux le faire. Et quand on dit pourquoi, parce qu'elle doit garder les enfants, et en fait, moi, ma mère a toujours fait ça. Et en fait, donc, on va toujours reproduire le schéma, parce que notre cerveau, face à la complexité, il préfère revenir à des schémas qu'il connaît. Donc effectivement, c'est très cohérent. Ils sont conscients, mais dans ce qui se passe tous les jours, dans les orientations, dans ce qu'on va faire, ce qu'ils font tous les jours, ça reste très très lent. Le changement reste quand même lent. Merci. Et enfin, Karine? Peut-être une question qu'on pourrait se poser sur les postes à responsabilité, c'est est-ce que les jeunes pères peuvent les tenir ? C'est-à-dire des jeunes pères qui assument pleinement leurs responsabilités. Et s'ils ne le peuvent pas, est-ce que ce n'est pas un problème ? Et à partir de ce moment-là, comment est-ce qu'on améliore les conditions de travail pour que les pères, mais aussi les mères et finalement les femmes... Donc ça pose vraiment la question de ces postes à responsabilité. Et on voit aujourd'hui qu'effectivement, il y a les parcours des femmes et les parcours des hommes ne sont pas les mêmes. Parce que ces métiers-là ne sont pas investis à responsabilité, ou alors on a une représentation selon laquelle les femmes, mères, ne pourraient pas l'investir. Et il suffit de regarder la question des rémunérations pour se rendre compte, mais les rémunérations d'un point de vue dynamique. Parce que généralement, on parle des rémunérations, des différences à l'instant T. Si on reprend l'entonnoir, effectivement, c'est 25% d'écart, tout poste, tout temps de travail confondu. 18 si on est sur du salaire horaire, 9% si on est sur
c'est 20% de métiers mixtes, mais quand on regarde in fine, en bout de carrière, c'est 40% d'écart entre les femmes et les hommes. Du fait, bien sûr, des revenus liés au métier, mais aussi liés au temps partiel, aux arrêts, aux parcours qui n'ont pas été nécessairement, qui ont pu être plus stagnants, voire descendants. Donc ça pose vraiment la question de comment est-ce qu'on accompagne les parcours, comment est-ce qu'on donne les moyens aux femmes et aux hommes d'atteindre leurs objectifs et éviter le piège du tout temps partiel ou en tout cas d'avoir un véritable accompagnement des parents dans leur parcours professionnel. Je veux juste rebondir sur le salaire et je peux en témoigner. En tout cas, chez ADECO, on a bien égalité de traitement, et j'ai pu le vérifier, entre les hommes et les femmes, à poste équivalent. Très bien. Ça, c'est une bonne... C'est plutôt une bonne chose et plutôt une source de fierté. Mais Gilles, je repense à ce que tu disais tout à l'heure sur les femmes qui ne briguent pas des postes de DZ avec l'équilibre du couple, mais il y a l'équilibre familial que soulignait aussi Karine sur la garde des enfants, où en fait les femmes ont des carrières beaucoup plus hachées. Est-ce que ça joue aussi peut-être Bien évidemment. Dans la et clairement, c'est ce qui arrive même en premier. Je le tiens même de ma collaboratrice qui est directrice de zone et qui me le disait récemment en me disant mais il y a les enfants, il faut que j'organise mon planning. Ouais. Je lui dis mais ton mari peut le faire. Oui, mais mon mari il a aussi des contraintes. Enfin, je pense que même la femme se met elle-même des contraintes. Alors après il y a l'instinct maternel certainement, il y a plein de choses qui font que. Mais en l'occurrence il y a quand même ce point-là qui joue beaucoup, énormément. Merci à vous tous. Fin de cette première partie. Dans un instant, on va parler de l'orientation professionnelle non genrée. Est-ce une utopie ou pas ? Il y a plusieurs études qui montrent qu'il y a encore des difficultés à attirer les femmes dans certains secteurs, dans certaines filières. Mounia le soulignait, notamment les écoles d'ingé, la tech, la production, ou même encore certaines filiales de finance, pourquoi pas. Et inversement, les métiers du soin, les RH, le marketing, la communication, je suis bien placée pour en parler, sont beaucoup plus représentés par des femmes. Mounia, si vous pouvez revenir justement sur cette industrie de l'automobile et du ferroviaire, vous nous avez dit tout à l'heure que 12 ans après vos débuts, il y a toujours aussi peu de femmes. Qu'est-ce que vous constatez en fait et comment surtout vous l'expliquez ? Alors, donc aujourd'hui, je peux dire que l'orientation des jeunes filles et des jeunes garçons reste très, très genrée. Et ça, on l'explique par ce qui se passe dans la société culturellement. On parle toujours d'un métier d'homme. Il l'a dit Yacine, il parlait, lui, il veut être pilote parce qu'il aime bien toucher les boutons. Et à côté, je pense que c'était Zoé, elle veut être décoratrice d'intérieur. On a toujours cette image de l'homme, il est très, très scientifique, il aime les maths. Et la fille, les jeunes femmes, elles sont plus dans le soin, dans les métiers du care. Et aujourd'hui, on voit que même les jeunes filles qui sont intéressées par les sciences, elles vont choisir par exemple SVT ou chimie au lieu des maths, pour qu'après elles s'orientent vers de la médecine ou vers de l'agroalimentaire ou la chimie, où les jeunes femmes sont surreprésentées dans les écoles d'ingénieurs. Et juste une parenthèse, suite à la réforme de l'ancien ministre de l'Éducation, M. Blanquer, où la réforme du bac, les gens pouvaient choisir des maths ou pas, on a vu une chute du pourcentage des jeunes femmes. On est passé en 3 ans de 25% dans les écoles d'ingénieurs à 15%, et cette rentrée-là à 10%. Donc heureusement, avec le nouveau gouvernement, ils ont pu introduire 1h30 de maths chez tout le monde, en tronc commun. Mais on voit que les jeunes filles, dès qu'elles ont le choix, elles vont se dire que je ne peux pas le faire, les maths, c'est pas pour moi, de toute façon, je sais pas faire, alors que c'est pas vrai. Avant cette réforme, il y avait 49% de filles en S. Et elles étaient dans les résultats des bacs, elles sont meilleures que les garçons. Et il y a 30 ans, il y avait plus de femmes aussi dans ces métiers-là. En fait, ça progresse plus du tout, ça, voire même ça. Exactement, exactement. Gilles, sur certains métiers en tension dans ta région aussi, il n'y a pas que les DZ, il y a aussi des métiers qui font que certaines femmes ne les rejoignent pas. Je te laisse nous en dire un mot. Il y a plusieurs métiers, Karine en a parlé, les métiers dits à pénibilité ou la représentation de la pénibilité. Je vais prendre le secteur du BTP. Oui. Globalement, on a du mal à attirer des femmes. Et du coup, on a aussi communiqué différemment pour un peu désacraliser et donner une autre image et montrer que finalement, on peut être dans une grue et que là, pour le coup, il faut aimer les boutons, mais qu'en tout cas, ce n'est pas à pénibilité et qu'une femme peut tout aussi bien le faire qu'un homme.
En l'occurrence, Éric Durand, qui est un de nos directeurs de zone sur Un Savoir, a initié une démarche et il a, en partenariat avec une société de production, il a fait un film, justement, un peu à l'image de ce qu'on a vu précédemment, mais sur la représentation et ensuite la mise en avant de certaines femmes qui accédaient à des postes sur le BTP. Et en l'occurrence, c'est d'attirer, on est en vraie pénurie, on cherche de partout. Alors le BTP, mais pas que, mais en l'occurrence sur le BTP, on a beaucoup de mal à pourvoir les demandes. Et on sait qu'on a finalement 50% de femmes qui pourraient accéder à ces métiers. En l'occurrence, alors je parle du BTP, mais il y a plein d'autres métiers. On voit le transport notamment, on voit de plus en plus de femmes d'ailleurs dans des semi-remorques. Ça peut même être un petit peu parfois impressionnant, mais parce qu'il y a moins de pénibilité derrière. Et en l'occurrence, elles savent tout aussi bien le faire. Et je vais même ajouter que si je parle là pour le coup de mon comité opérationnel, j'ai peu de femmes. Alors j'ai des femmes bien évidemment à des postes service support et c'est important. Et elles jouent bien leur rôle, mais j'ai aussi besoin de femmes au poste opérationnel parce que la vision est différente aussi. Et ça va me redonner un équilibre. En ce moment, on cherche un ou une directrice de zone et on a des candidates et ça me va bien. Parce que je pense qu'à compétences égales, elles sont en tout cas plus punchy, elles se posent moins de questions existentielles, elles vont droit au but. C'est peut-être Géraldine, en tout cas, elle ne va pas me contredire. Mais en l'occurrence, ça donne cet équilibre dans un comité opérationnel que je recherche. Et justement, en parlant du BTP, il y a un mois, ça vous a peut-être pas échappé. Là, je parle à notre réseau interne, mais on a participé à une campagne avec le gouvernement, avec le service d'information du gouvernement, le SIG, pour promouvoir justement cette égalité professionnelle. Lors d'une campagne choc, je ne sais pas si on peut montrer l'image, un peu choc. Bah ouais, c'était fait exprès pour attirer le regard et pour nous solliciter tous, pour mettre en valeur cette fameuse égalité professionnelle. On avait choisi justement le BTP parce que c'est encore des métiers qui sont bourrés de stéréotypes, et alors que les femmes, évidemment, peuvent très bien le faire, et ça serait dommage de se passer de 50% des talents, comme tu le soulignais. Gilles, Géraldine, ton avis, une fois cette petite parenthèse refermée? Alors, pour ma part, je dirais que la situation est plutôt inversée. Karine, Mounia ont partagé effectivement dans le secteur de la santé et des soins. C'est une population un peu plus féminisée. Donc, c'est vrai qu'on retrouve cette tendance au sein de notre réseau ADECO-Médical et notamment au sein du CODIR. ADECO-Médical, nous avons plus de 65% de femmes. Donc, secteur d'activité et effectivement au sein de notre CODIR. Et puis, si on descend au niveau des agences, nous allons retrouver cette réalité finalement. Au niveau des managers d'agence, une réalité qui est bien sûr chez ADECO-Médical, mais bien plus large au niveau du réseau, où on a plus de 75% de femmes. Donc, pour rétablir finalement cet équilibre de mixité, eh bien, nous recherchons des hommes managers. Donc, recruter, attirer des hommes managers, c'est finalement une démarche qui s'initie dès le premier entretien, avec bien sûr l'identification des potentiels, mais également un parcours évolutif, voire même des formations à mettre en place. Donc voilà, toute la démarche bien sûr que nous avons, mais je dirais que nous sommes dans une situation qui est inversée. On croise nos viviers. Oui, c'est ça, c'est un peu les opposés. Merci beaucoup Géraldine. Karine, comment est-ce que l'ANACT fait le lien entre ces difficultés d'orientation et puis la manière d'accompagner les entreprises sur le sujet? Le travail, rassurer, ce que vous disiez sur la manière dont vous avez médiatisé le réel du travail, ça c'est quelque chose qui nous semble essentiel. Dans les démarches de recrutement, souvent, on loupe cette étape-là d'analyse du travail réel, des compétences réelles, avec des ergonomes, au-delà des acteurs RH et de management, pour vraiment rassurer et qu'on n'ait pas le sentiment de transgresser, d'être dans une logique de transgression de genre quand on postule à ces métiers-là. Et bien sûr, la question de l'amélioration des conditions de travail est très importante, les conditions d'emploi, mais également, par exemple, dans le BTP, la question des équipements, qui sont souvent pensés encore au masculin neutre. Et les femmes, effectivement, ont une morphologie, une poitrine. En tout cas, il y a des différences physiologiques et physiques qui sont à prendre en considération. Et puis, il y a une autre chose, c'est une fois que, notamment dans les métiers mixtes, mais également les métiers non mixtes, quand on est entré, et bien ensuite, on sait qu'il peut y avoir des phénomènes qui font qu'on ne va pas nécessairement rester dans l'emploi.
tout ce qui est phénomène de violence sexuelle et sexiste, par exemple. Et on sait que, en tout cas, l'ANACT, on travaille, on regarde les causes organisationnelles des violences sexuelles et sexistes, et les métiers à prédominance féminine ou masculine, on le sait, sont un terreau qui peut véhiculer ce type de violence, ou la précarité. On parle des jeunes aujourd'hui, donc la précarité de l'emploi, c'est eh bien, des conditions de vulnérabilité qui fait que eh bien, on peut se sentir non inclus, non incluse dans le collectif et par voie de conséquence ne pas rester et on a loupé quelque chose du point de vue de l'accompagnement de la mixité. Et toi, Jérémy, pour finir sur ce thème, qu'est-ce que tu constates déjà à ton niveau? Et est-ce que l'orientation professionnelle non genrée, c'est encore une utopie aujourd'hui? De mon point de vue, ça devient de plus en plus une réalité. Déjà parce que les jeunes prennent ce sujet-là. C'est un sujet qui les intéresse, sur lequel ils veulent évoluer. Et c'est également, comme ce qui a été dit précédemment, notamment grâce aux réseaux sociaux, ils se renseignent de plus en plus sur les métiers, sur les compétences qui sont demandées pour ces métiers-là. Au-delà de l'idée de genre associée à ces compétences, c'est vraiment rester sur est-ce que je suis capable de faire ça, avec potentiellement ce que j'ai appris, ce que je sais faire de manière autodidacte ou avec l'apprentissage à l'école, mais vraiment rester sur ce niveau juste sur le niveau de compétences. Et en tout cas, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus, même si les stéréotypes restent présents. Merci beaucoup à vous tous. On va passer à notre troisième partie, les actions, comment faire bouger les choses. Alors, on va parler donc de ces actions, de ces mises en œuvre pour essayer de faire bouger les lignes. Pour vous, Karine, au sein de l'ANACT, et en tant que membre du Haut Comité l'égalité entre les hommes et les femmes, vous contribuez aux réflexions, au déploiement aussi de dispositifs par le gouvernement. Qu'est-ce qui est fait sur ce sujet, très concrètement ? Sur le sujet de l'égalité professionnelle, beaucoup de choses, mais effectivement avec une traduction dans l'organisation qui est lente. Puisque nous poussons en tout cas une analyse systémique véritablement de l'égalité professionnelle. Donc depuis 2008, notre conseil d'administration, sous l'impulsion du ministère de l'égalité, nous a demandé d'intégrer la question de l'égalité, les conditions de travail des femmes et des hommes, de manière aussi importante d'un point de vue méthodologique que l'analyse du travail et le dialogue social. Donc à partir de là, on a construit un modèle à partir des données statistiques et de la recherche qui décrivait les inégalités professionnelles sur 4 niveaux. La question de la mixité ou de la non-mixité, la question des conditions de travail qui sont parfois, dont certaines pénibilités sont invisibles ou des équipements qui ne sont pas tout à fait adaptés, la question des parcours qui peuvent être différents, la question de l'articulation des temps aussi, le temps de travail qui peut être différent selon les métiers, mais aussi l'égalité d'accès à des leviers d'action tels que le télétravail ou la parentalité. Donc c'est véritablement sur ces 4 leviers-là que l'on agit systématiquement dans l'ensemble de nos actions, que ce soit la prévention des risques, le dialogue social ou les transitions, les transformations organisationnelles. Dernièrement, vous parliez du HCE, nous avons particulièrement contribué à la question du télétravail en pointant tous les effets de levier, mais aussi tous les freins potentiels et toutes les situations de travail dégradées qui peuvent être le cas pour les femmes, notamment à domicile, du compte tenu de l'isolement, des équipements qui ne sont pas nécessairement toujours au rendez-vous. Donc attention, le télétravail, même la semaine de 4 jours, peut être à la fois un levier et un frein, même si c'est comme ça que les choses sont présentées souvent dans les accords collectifs, un levier pour l'articulation, oui mais. Et puis dernièrement, on participe effectivement aux travaux sur l'index, mais pour revenir sur la question des violences sexuelles et sexistes, sur cette question de la progression de la mixité et comment les jeunes vont avoir foi, avoir confiance en l'organisation et en le fait qu'une fois dans la structure, il y aura une véritable inclusion. C'est un point, il nous semble vraiment important et nous avons développé un certain nombre d'outils et de méthodes, de jeux ludopédagogiques qui permettent d'attraper de manière ce sujet très sérieux, mais avec un dispositif qui permette d'échanger autour de ce sujet-là.
Merci. Karine Gilles, au sein de ton organisation, quelles sont les actions mises en place ? Elles sont multiples. D'abord, avec notre direction des ressources humaines, il y a des parcours notamment ce qu'on va appeler vie ma vie. On disait justement casser un peu la représentation, les stéréotypes. On fait des vie ma vie sur des postes, quels qu'ils soient. Alors des postes de manager, bien sûr, mais tu vas pendant plusieurs jours accompagner un manager et voir comment il fonctionne en conditions. Là, pour le coup, si on parle du poste de directeur ou de directrice de zone, globalement, ça peut casser aussi une représentation et peut-être créer des vocations. On a un parcours là, qui vient juste de naître qui s'appelle Programme Futur des aides, dans lequel on a des candidates et des candidates au poste pour évoluer vers ce poste. Et du coup, on va des directeurs de zone exactement. Et on va d'ailleurs les mentorer très prochainement, en tout cas pour les accompagner. Et il y a des temps d'échange qui sont prévus aussi. Alors moi, je vais être mentor de 2 personnes en l'occurrence, mais qui sont prévus aussi pour parler concrètement et répondre à toutes les questions, et puis évoquer tous les sujets pour casser aussi tous ces stéréotypes et ces représentations. Donc ça, c'est important. Donc voilà, je pense que la palette RH est quand même assez grande chez Adecco, il faut se le dire, et la question est prise en compte, en tout cas. Mounia, de l'autre côté ? Alors nous, à l'association Elle Bouge, on a choisi d'agir sur l'orientation et on a vite compris que ça commence très tôt. Donc on commence avec les CM1 et CM2 dès la petite enfance afin de discuter et puis agir sur les stéréotypes du genre. On a des jeux pédagogiques, on organise des expériences de physique afin de faire un échange avec les petits et puis leur faire comprendre qu'il n'y a pas un métier d'homme et un métier de femme. Ça marche très bien et les écoles sont en demande. Ensuite, on organise des interventions dans les collèges et les lycées, des tables rondes pour susciter les vocations, donner envie aux jeunes filles de faire des études supérieures. Et ça, c'est grâce à nos marraines qui sont des ingénieurs et des techniciennes. C'est ce rôle modèle qu'on veut créer. On veut que ces jeunes filles puissent s'ouvrir le champ des possibles à travers ces rôles modèles. Un peu et comme se dire, chez nous, le rôle modèle qui exactement, est très important. Et se dire, je visualise une femme qui a fait ce métier. Il y a aussi les visites d'entreprise où on a toutes les entreprises partenaires qui ouvrent leurs portes le temps d'une journée ou d'une matinée. Ils vont accueillir des collégiennes et des lycéennes pour voir à quoi ça ressemble un laboratoire de test, à quoi ça ressemble une journée de femmes ingénieures et techniciennes. Et d'ailleurs, on avait organisé avec Acodis en début du mois une visite où il y avait des collégiennes qui ont vu la tech, qui ont pu se projeter dans le métier de la tech. Et enfin, on a aussi ce qu'on appelle les forums métiers, où il y aura des marraines des entreprises partenaires, il y aura des jeunes femmes qui vont venir soit pour chercher un stage, un apprentissage ou un premier emploi, et on va pouvoir discuter avec les marraines, échanger avec les RH, parce qu'on a aussi des relais qui sont des RH, et discuter pour pouvoir avoir des conseils, pouvoir discuter des craintes des jeunes femmes et pouvoir se projeter, se lancer dans l'industrie, dans la tech. Merci beaucoup. Avant de passer aux réponses à toutes vos questions que vous avez pu poser dans le chat, vous pouvez continuer. D'ailleurs, une dernière question pour toi, Jérémy. Qu'est-ce que toi, à ton échelle aussi, tu peux faire en tant que collaborateur et membre ADEL ? Oui, comme tu le disais, en tant que jeune collaborateur et membre du réseau ADEL, c'est des sujets qui m'intéressent, qui me tiennent à cœur, et je sais que le réseau développe certaines actions qui sont mises en place. Et donc moi, mon objectif, c'est de pouvoir m'engager dans ces actions pour faire bouger les lignes. Et recruter d'autres membres ADEL. Exactement. On n'est jamais assez nombreuses et nombreux. Merci beaucoup, Jérémy. On va tout de suite passer aux petites questions de nos collaboratrices et collaborateurs qui nous suivent. Alors, la première question, elle est plutôt pour moi. Ça commence bien. Des effets déjà mesurés sur cette campagne de com sur le BTP dont je vous parlais effectivement avec le SIG. Non, pourquoi ? Parce qu'en fait, elle a été lancée le 18 septembre. Donc, c'est encore un peu tôt pour se projeter. Mais évidemment, on est toujours en lien avec le SIG puisque c'est un partenariat à titre gracieux qu'on fait avec eux. Mais ils vont évidemment nous tenir au courant des retombées. En tout cas, si ça a bien marché sur les réseaux sociaux, etc.
Donc ça, on vous tiendra au courant. Une deuxième question. Quels arguments mettre en avant pour convaincre les filles de s'orienter vers des filières d'ingénieurs? Intéressant ça. Quels arguments on pourrait mettre en avant, Mounia? Alors, il y a un argument très, très pragmatique, c'est le salaire. Et ça, généralement, les jeunes filles, alors, expliquer c'est quoi un salaire d'une jeune ingénieure et salaire d'une esthéticienne ou décoratrice d'intérieur ou infirmière, ça leur parle tout de suite. D'accord, donc être très concret. C'est concret. Et il y a le deuxième argument, c'est comment peut-on imaginer le monde de demain sans femmes? Et l'exemple que je leur donne, c'est la Apple Watch. Jusqu'à très longtemps, elle pouvait mesurer tout ce qui est mesurable, sauf une chose, la température du corps humain des femmes quand elles ont leurs règles. Et pourquoi? Parce que c'est un produit qui a été imaginé par des hommes, pour des hommes. Et donc, leur dire, est-ce que vous imaginez le monde de demain, les technologies de demain, ou vous n'avez pas construit ça? Et donc ça, c'est des exemples qui leur parlent, parce qu'on a toujours une fille ou deux qui vont dire, qu'est-ce que ça fait si... S'il n'y a que 10% de femmes ingénieures, ça fait beaucoup. Ça fait un monde où il n'y a que la moitié de la population qui a imaginé les technologies de demain. Et donc, bien évidemment, si un homme conçoit un produit, il va le concevoir pour ses hommes. À son échelle ou à son Exactement, image, c'est ça que vous voulez dire. exactement. Karine, une réaction sur ça? Quels autres arguments on pourrait mettre en avant? D'aller au bout de leurs rêves, peut-être, tout simplement. Il me semble que c'est surtout partir de l'envie, du besoin. L'idée n'est pas nécessairement de développer la mixité pour la mixité, mais simplement de partir des envies, des perspectives et de les accompagner, de les rassurer, de leur dire effectivement, il y a cet objectif-là. Comment on fait pour le mettre en place, malgré effectivement les différentes embûches qui existent encore aujourd'hui. Mais c'est possible. Il y a des rôles modèles. Il y a des personnes qui atteignent ces objectifs-là. Mais effectivement, je me permets une petite parenthèse sur la question des rôles modèles, parce que souvent, effectivement, on sollicite les mêmes personnes qui peut avoir un effet, une conséquence sur leur propre charge de travail. Donc, en préparant l'émission, tu me disais qu'il y avait aussi des hommes dans Elle bouge. Donc il y a aussi des hommes qui sont là pour dire l'égalité professionnelle en entreprise, il y a des choses qui bougent, donc les hommes sont impliqués aussi pour soutenir les femmes et les hommes dans l'entreprise, donc c'est possible. Et justement, en parlant de rôle modèle, il y a une question à ce sujet. Avez-vous des rôles modèles qui parlent aux jeunes? Des idées de personnes, de types de rôle modèles, sinon qui parlent aux jeunes? Jérémy, peut-être que tu es le mieux placé. Toi, tu penses à qui pourrait être inspirant ou inspirante pour les jeunes générations? Alors, là, comme ça, à chaud, j'ai pas de nom précis. Je vous laisse réfléchir. Je vous laisse... Est-ce qu'ils doivent être jeunes? Non, bien sûr que non, mais qui peuvent être inspirants pour les jeunes. Oui. Il y a Marie Curie qui est là, en tout cas pour les sciences, qui est très connue. Mais il y a beaucoup de femmes, et ça, j'ouvre une parenthèse, l'effet Mathilda, les femmes qui se sont fait spolier ce qu'elles ont créé. Donc ça, je pousse les gens à regarder un petit peu. Il y a Ada Lovelace qui est la première programmatrice informatique au monde. Il y a la femme d'Einstein qui l'a aidé à sortir la fameuse loi de relativité et qui a été spoliée. Il y a beaucoup de rôles modèles. Ça en dit peut-être long, je m'excuse Mounia, sur le fait que les femmes, quand elles ont des qualités, elles ne les mettent pas forcément en avant, exact. ou moins que les hommes. Exact. Tu vois, tu vas chercher beaucoup d'exemples de gens qui sont d'ailleurs plus de ce monde, alors qu'il y a plein de femmes aujourd'hui qui font beaucoup de choses, mais qui se mettent moins en avant aussi. Exact. Géraldine? Non, je voulais compléter effectivement le comportement effectivement peut-être plus féminin et peut-être plus en retrait et avec une notion d'efficacité. Exact. Alors, une autre question. Vous dites que l'école fabrique des stéréotypes. Qu'est-il prévu par l'Éducation nationale sur le sujet? Alors là, à moins d'être une petite souris dans le bureau de Gabriel Attal, je ne sais pas si on va pouvoir répondre. Par contre, on peut se demander qu'est-ce qui devrait être prévu par l'Éducation nationale sur ce sujet. On peut réfléchir ensemble sur... En tout cas, dans la métropole de Lyon, je sais que, par exemple, rien que dans les cours de récréation, à l'époque,
on a des écoles où au milieu, il y a les garçons jouent au foot et il n'y a pas de place pour les filles, elles sont dans des petits coins à jouer. Là, actuellement, les nouvelles écoles, en tout cas, ils ont pris ce sujet et là, la cour de récré est pour toutes et tous. Il y a aussi, nous, on a vu des professeurs et des instituteurs et institutrices qui véhiculent ce message de ok, ouais, ça a été une fille, t'as pas dû comprendre les maths, c'est normal. Et je vais demander à ton collègue ou à ton camarade de classe, il va t'expliquer. Il y a aussi, je sais que nous, on va former les instituteurs et les institutrices sur des mots qui peut-être ça peut passer comme ça, mais dans la vie d'une jeune fille, ça peut la marquer. Ou ces jeunes filles à qui on demande d'être excellentes à l'école, alors que on a tous eu dans notre bulletin, le garçon, il peut mieux faire. La fille, elle est excellente, elle est timide. Donc, il y a des choses comme ça où il y a des petits mots. Il faut permettre aux jeunes filles de rêver et d'échouer. C'est pas grave si elle n'est pas parfaite. Et c'est en fait cette perfection. Il faut être parfait, et l'humilité, ne pas trop se montrer, être parfait. Et ça commence dès la cour de récré où les garçons peuvent courir partout et les filles, elles doivent se mettre en retrait pour discuter entre elles et jouer entre elles. Donc il y a des choses quand même, exactement, il y a des choses quand même qui sont faites et je pense qu'il y a de la formation. Il faut accompagner aussi les instituteurs et institutrices pour essayer d'éviter les petits mots, les petites remarques qui marquent quand même dès le jeune âge. Karine, je vous vois hocher la tête. Vous hochez tous la tête. Oui, ce qui est valable dans l'entreprise, finalement, sur la déconstruction des représentations, des stéréotypes, la formation des différents acteurs, elle est valable dans, effectivement, l'éducation nationale également, pour que ce soit quelque chose qui soit pris en considération dans l'organisation même et qui ait des répercussions sur l'éducation des jeunes. Regardez au sein même du sport. Moi, j'ai des femmes qui me disent « j'aime pas regarder le foot à la télé quand c'est féminin ». J'étais surpris, mais vraiment, en disant ça joue moins vite, et ainsi de suite. Alors j'ai forcément le contraire aussi, mais quand même, il y a cette représentation que ça va moins vite, c'est moins stéréotypé. Ce qui n'est pas vrai d'ailleurs. Il y a une magnifique vidéo avec de l'intelligence artificielle qu'ils ont mis Mbappé, alors que c'était en fait une joueuse. L'équipe exactement. De France et c'était excellent. Et en fait, on croyait tous que c'était Mbappé, alors que c'était une femme, c'était une joueuse de l'équipe de France qui a marqué ou qui a fait une frappe géniale. Donc, ce qui est faux. Ça joue pas moins vite, ça joue moins. Moi, j'adore. Et on est à Lyon, il y a juste à comparer les résultats de l'Olympique Lyonnais féminin versus masculin. Exactement. Elles sont plusieurs fois championnes. Gilles, tu as avec des amis en disant et l'ambiance dans le stade, ça se passe très bien quand c'est des femmes. Allez, une autre question. Et les hommes dans tout cela, comment on les fait venir vers des métiers de femmes? Peut-être, Géraldine, tu veux prendre la parole? Parce que tu disais qu'effectivement, sur le côté alors, c'est ce que je partageais sur... ça se joue, je dirais, dès le premier entretien. Donc, c'est avoir quoi une les démarche. Arguments les arguments, c'est de peut-être davantage communiquer sur l'évolution des parcours. On parlait de faire rêver, c'est vrai également pour les hommes. Donc, c'est de pouvoir donner de la visibilité et puis, effectivement, toutes les parcours de formation aussi que nous pouvons mettre en œuvre pour pouvoir donner plus de perspectives et ces opportunités d'évolution. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose pour donner des pistes? Petite chose, l'actualité est en lien avec la conférence sociale dernièrement sur la question des rémunérations. Il me semble qu'il y a un gros travail à faire, alors qui sort de l'entreprise, de l'organisation, mais au niveau des branches, sur la revalorisation de ces métiers-là, puisqu'effectivement, tu parlais du salaire d'ingénieur qui pouvait attirer des femmes, mais force est de constater que dans l'autre sens, ça marche aussi. Merci beaucoup. Une autre question, on revient aussi sur les écoles d'ingénieurs avec le nombre de jeunes filles qui baissent ou de jeunes femmes qui baissent depuis les réformes. Enfin, il n'y a pas que ça, ça fait des années que ça baisse. Donc c'est un processus qui est très très long à mettre en place pour faire remonter ces niveaux-là. Que pensez-vous des quotas? Même si la personne qui pose la question dit même si c'est le pire des moyens, que pensez-vous des quotas? Moi, je suis très très favorable aux quotas. Et ça, à l'époque, quand j'étais jeune, je me disais, ah non, mais c'est pas possible, mais c'est les compétences. Mais moi, aujourd'hui, je suis très favorable aux quotas. Alors, dans les écoles d'ingénieurs, c'est compliqué parce que on peut pas, à partir du bac, si une jeune fille dit, je veux faire médecine, on peut pas, même si on a des quotas, s'il n'y a pas des filles qui postulent, qui passent des concours, même si on a des quotas, ça va pas changer les choses. Donc,
quotas dans les entreprises, je suis très favorable. Dans les écoles d'ingénieurs, aujourd'hui, force est de constater que quand il y a des filles qui candidatent dans les écoles d'ingénieurs, elles sont prises, pas toutes, il faut avoir un bulletin cohérent, tout ça. Mais ce que les directeurs et les directrices d'écoles d'ingénieurs nous remontent, c'est qu'il n'y a pas de candidates. Donc c'est pour ça que le travail doit se faire en amont. Et juste une petite parenthèse sur l'orientation. Nous, avec Elle Bouge, on avait proposé des formations annuelles aux gens qui s'occupent de l'orientation, parce qu'ils sont très très en retard par rapport à la réalité. Il ne faut pas être un geek ou un génie de mathématiques pour faire une école d'ingénieur. Il y a une multitude de choix, il y a beaucoup de possibilités. On peut commencer par un bac+2 et dire « Ok, ça me plaît bien, je peux continuer ». Donc nous, on a proposé de former ces gens qui se mettent à jour, des formations, des possibilités pour pouvoir proposer aux jeunes filles et leur ouvrir le champ des possibles. Il ne faut pas savoir coder. Exactement. Il ne faut pas en école d'ingénieur. Ouais. Exactement. Donc il y a une multitude de possibilités. Et sur les quotas, pour l'instant, ça ne marche pas trop parce que ça n'arrive pas jusqu'aux portes des écoles. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, des quotas ? Moi, je voudrais dire que pour l'ANAC, la mixité n'est pas une fin en soi, mais elle doit être possible. Et qu'il nous semble que jusqu'à présent, il y avait des quotas implicites en faveur des hommes. Donc, en travaillant sur les représentations de métiers et stéréotypes de genre, on peut tout simplement permettre cette mixité-là. Donc, si à un moment donné, on doit inverser les quotas, pourquoi pas. Jérémy ? Pour moi, les quotas, c'est quelque chose de très bien, mais il ne faut pas que ce soit le seul moyen de viser la mixité mis en place. Ça doit être accompagné de plein d'autres oui, ça ne doit pas être déresponsabilisé sur le reste. Exactement, c'est pas juste se dire on a un quota, on a des quotas en place, c'est bon, on a fait notre part du marché. C'est vraiment travailler sur plein de niveaux différents, que ce soit au niveau de l'éducation, au niveau de l'école, des choix d'orientation, de l'accompagnement à l'orientation qui peut être fait pour mener une sorte de gros plan d'action pour atteindre ce dégenrage, si je peux dire ça comme ça, des métiers. Cet équilibre, oui, en tout cas. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Une autre question pour Mounia. Lors de la Smart Industry, Acodis a organisé une action de visite d'entreprise en partenariat avec Elle Bouge, dont vous parliez tout à l'heure, pour présenter les métiers de la tech. Est-ce que c'est prévu sur d'autres marques, sur d'autres business units ? Est-ce que vous savez ça ou pas ? Alors, nous, c'est en partenariat avec la DGE, donc la Direction Générale des Entreprises, et toutes les entreprises, les marques, peut-être, ça parle des marques Adéco ? Oui, j'imagine. Après, ça peut être d'autres entreprises aussi. Oui, donc je ne sais pas du tout, je ne saurais pas vous dire quelles sont vos marques. Mais vous pouvez vous renseigner et on pourra éventuellement revenir vers notre collaborateur ou collaboratrice. Exactement. Si vous souhaitez organiser une visite, il suffit de nous écrire sur Elle Bouge Rhône-Alpes, prendre contact avec nous, dire que vous souhaitez organiser une visite et nous, on s'occupe de trouver un établissement et on organise ça quand vous voulez. Super, merci beaucoup, le rendez-vous est pris. Alors, 2 questions pour la position des hommes. Et les hommes dans tout cela, comment on les fait venir sur des métiers de femmes? Ça, Géraldine y a répondu. Et les hommes dans tout ça, face à un changement de la place des femmes, des stéréotypes, quelles sont leurs visions, leur ouverture d'esprit? Y a-t-il un réel accompagnement au quotidien des hommes ou est-ce uniquement un combat de femmes? Vous avez 4 heures. Non, mais je vois vous avez compris cette question-là. C'est en fait comment on se saisit de la question tous ensemble. Exactement. Est-ce que les hommes doivent s'en saisir? Et si oui, comment? Et comment on peut faire, par exemple, chez Adéco? J'y ai répondu notamment sur le secteur du BTP, où c'est un homme, notre directeur de zone, Éric Durand, qui s'est emparé du sujet, parce qu'effectivement, il considère qu'il y a 50% de potentiel et qu'on doit attirer les talents. Donc, globalement, c'est de toute façon un sujet plus large. J'aime beaucoup la réflexion de Mounia sur la vision du monde et l'Apple Watch. Je pense qu'effectivement, ça doit nous permettre aussi de réorienter certainement une certaine vision du monde, de l'entreprise, nos choix, nos stratégies. C'est évident qu'assez naturellement, ça doit orienter un peu mieux. Exactement. Et moi, je rajouterais que je pense que les hommes sont conscients qu'il faut de la mixité. Et moi, ce que je voudrais, c'est que ça se traduit dans le comportement de tous les jours. Un exemple, quand un collègue, on a tout entendu des
petites blagues qui font rire, mais ça ne doit plus faire rire. Donc moi, je dis toujours à un collègue homme qui est à côté, mais toi, ça te fait vraiment rire? Alors il va me dire non, mais je lui dis, bah, dis-le. Il y a aussi le comportement de tous les jours. Il y a toujours un relou. Donc, ok, il y a un relou, mais du coup, les collègues hommes qui sont à côté, ils disent rien. Bah, si tu dis rien, c'est que aussi, tu es d'accord. Non, il faudra avoir ce courage de dire, bah, ok, ça, c'est des blagues qui font plus rire. Mettre à l'aise une collègue, parce qu'on est dans une réunion où il y a 40 hommes, il y a une femme, et bien sûr, les hommes parlent plus haut. Donc, ne pas couper la parole. Il y a des petites choses de tous les jours. Ou si un collègue coupe la parole à une femme, bah non, laisse-la finir. Il y a du support et du soutien de tous les jours qui peut faire beaucoup la différence, au-delà de aussi militer, des actions plus grandes. Il y a des actions de tous les jours qui peuvent être super marquantes. Et qui ne concernent pas que les collaboratrices, hein, c'est ça? C'est-à-dire que les collaborateurs peuvent aussi prendre leur part. Exactement. C'est ça que vous voulez dire tous. Très bien. Alors, est-ce qu'on a une autre question sur l'écriture des offres d'emploi? Créer un masque pour faciliter et guider nos collaborateurs. Je comprends pas très bien la question. C'est un peu flou pour moi. Écoutez, je pense qu'on peut s'arrêter là sur les questions et les réponses. Merci à vous de les avoir posées. Géraldine? Oui, moi je voulais revenir un petit peu pour conclure et élargir un petit peu. On a entendu beaucoup effectivement d'initiatives au niveau des choix d'orientation. Donc le réseau ADEL, c'est bien évidemment des actions pour favoriser la mixité au sein de l'entreprise, en interne et également en externe. Et pour vous donner un peu de perspective, donc nous avons lors de la journée du 8 mars prochain, un projet, donc une action dans les écoles, comme tu le disais, Mounia, c'est dès le plus jeune âge, vraiment pour sensibiliser les élèves et, je dirais, ouvrir les débats vraiment dès le plus jeune âge, notamment sur des choix d'orientation, et pas que. Donc voilà, ça c'est une prochaine action. Bien évidemment, je souhaitais également revenir sur les différentes actions qui sont menées avec, notamment dans le mécénat de compétences, dans les associations soutenues par la fondation d'ADECO, et notamment comme toutes les actions qui sont menées auprès de 100 000 entrepreneurs, auprès des écoles et lycées, toujours pour avoir cette orientation. On a parlé de rôle modèle, on a parlé effectivement de mentorat. Nous avons également des actions auprès des écoles et des lycées pour pouvoir avoir encore plus d'impact. Donc ADEL, je dirais que c'est avant tout un mindset. C'est pas une action d'un jour, c'est une action un peu plus longue. L'objectif est bien sûr d'augmenter notre impact pour favoriser cette mixité. Et puis, bien sûr, l'objectif, c'est de pouvoir infuser, diffuser vraiment cet état d'esprit. Voilà ce que je voulais compléter. Merci beaucoup pour ce mot sur notre réseau ADEL. La table ronde touche à sa fin. Il me reste à vous rappeler que vous avez rendez-vous donc sur notre page ADEL pour rejoindre le réseau ou encourager les collaborateurs et collaboratrices, vos collègues, à rejoindre ce réseau. Vous retrouverez également les vidéos que nous vous avons partagées lors de cette table ronde. Merci à tous nos intervenants et intervenantes. Merci d'avoir été avec nous pour nous partager votre expertise. Et puis, vos points de vue. Il me reste à vous remercier, vous, de nous avoir suivis et vous dire à très bientôt avec ce réseau ADEL. Merci. Merci. Merci, au revoir.